Merci beaucoup. Avant tout, je tiens à vous remercier vivement de m'avoir donné la possibilité de participer à ce magnifique projet. Un projet qui s'inscrit dans une grande démarche de gouvernance. Donc aujourd'hui, tous les pays qui ont adopté ce référentiel s'inscrivent dans une vraie démarche de gouvernance. Certes, ce référentiel ou ce répertoire emploi-métier, ce référentiel emploi-compétences, c'est un outil qui permet une intermédiation et une meilleure visibilité des métiers d'un secteur donné avec un certain nombre d'activités et de compétences. Ce référentiel, bien évidemment, permet de faire le matching entre les établissements, les entreprises et puis les dispositifs de formation. Parce que sans ce référentiel-là, donc les établissements de formation mettent en place un certain nombre de filières, mais qui généralement ne répondent pas au marché de l'emploi. Et parfois, donc, ils restent sur un certain nombre de filières transversales. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les pays qui ont dû adopter ce référentiel, ils ont fait un pas géant en avant parce que automatiquement, au niveau des établissements de formation, on a commencé à élaborer un certain nombre de filières de formation qui répondent aux besoins des entreprises. Et ceci ne peut être que positif par rapport au développement du pays. Alors certes, cela se reflète directement dans la réduction du taux de chômage au niveau d'un pays donné. Alors il y a plusieurs pays maintenant qui l'ont adopté et les résultats sont palpables. Très bien, je vous remercie pour cette réponse. Ce qui nous amène à une seconde question. Vous nous avez dit, vous avez même beaucoup insisté sur le fait que le référentiel est un outil de gouvernance. Il est aussi un socle commun entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire et les établissements de formation. Quels autres avantages voyez-vous ou quels autres bénéfices peuvent être attendus quant à l'adoption d'un tel outil? Alors, l'adoption de cet tel outil est une chose très importante pour un certain nombre de parties prenantes. Donc, on retrouve les établissements de formation, on retrouve les entreprises privées, on retrouve les opérateurs d'intermédiation, on retrouve aussi les étudiants, les lauréats. Donc, c'est un outil vraiment d'intermédiation et c'est un outil commun. C'est un outil sur lequel on capitalise pour avoir quand même une normalisation sur les nomenclatures des métiers, sur les activités d'un métier, sur les compétences d'un métier. Et tout cela, une fois normalisé, ne peut donner que vraiment un bon succès au dispositif de formation et bien sûr à l'employabilité de nos jeunes. Très bien. Maintenant, vous avez pu parcourir ce référentiel qui est composé de 25 fiches métiers, le référentiel tunisien. Qu'en pensez-vous? Alors, le répertoire tunisien, c'est un répertoire que je juge excellent, donc il a été très bien fait. Alors maintenant, ce répertoire n'est pas stable, c'est-à-dire il y a toujours... Le mauvais répertoire, c'est le répertoire qui n'existait pas. Mais aujourd'hui, le répertoire existe, c'est une première version. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est d'assurer une certaine pérennisation de ce répertoire afin de pouvoir le faire vivre. Parce qu'aujourd'hui, pour l'élaboration de ces référentiels, le bureau d'études s'est basé sur un certain nombre d'informations actuelles, mais ces informations-là peuvent éventuellement changer avec le temps. Donc il va falloir le mettre à jour régulièrement et le mettre à niveau régulièrement. Très bien. En fait, ça introduit ma dernière question qui était en lien avec l'importance de la pérennisation du répertoire des métiers et compétences. Quelles sont selon vous les meilleures pratiques pour assurer sa viabilité dans le temps? Alors, la pérennisation de ce référentiel demande une implication de plusieurs parties prenantes parce qu'aujourd'hui, si on veut faire un développement de ce référentiel-là, on doit se baser sur un certain nombre de diagnostics, d'analyses, et pour pouvoir avoir le maximum d'informations pour mettre à jour ce répertoire et ce référentiel-là. Alors là, on parle de veille prospective, c'est-à-dire aujourd'hui, une fois le répertoire élaboré et le référentiel élaboré, il va falloir mettre en place une veille prospective, un processus de veille prospective qui doit être bien sûr géré soit par le gouvernement, soit par une instance d'intermédiation, soit par un observatoire. Alors, le rôle maintenant de cette veille prospective, c'est de pouvoir aller sur le terrain au niveau d'un certain nombre d'entreprises pour récolter le maximum d'informations, de mise à jour, de mise à niveau des métiers dont ils disposent. Alors maintenant,
la synthèse de ces analyses-là va nous amener soit à modifier des fiches REM, soit à modifier des fiches REC, soit à supprimer carrément des fiches REM et des fiches REC. Et là, ça va influencer directement sur les dispositifs de formation qui vont suivre après. Parce que généralement, les dispositifs de formation doivent absolument se calquer sur ces fiches emploi métier et ces fiches emploi compétences. Et bien évidemment, les mettre à jour régulièrement pour pouvoir ne pas faire l'erreur que commettent énormément de pays, c'est de garder un certain nombre de filières de formation qui deviennent rapidement obsolètes. Je vous remercie pour vos réponses, Monsieur Znibert. Merci. Et nous espérons que ce workshop s'est déroulé comme vous le souhaitiez. Merci beaucoup.